Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Métro News. Un plaisir de vous informer. Les titres à la une de l'actualité, au moins 64 morts et autant de blessés parmi les membres du gang de Bel-Air à la suite d'une opération de la police nationale selon l'organisation Combat pour la paix. Elle a également recensé près d'une centaine de victimes collatérales au sein de la population civile, dont 52 morts et une trentaine de blessés. Le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM affirme poursuivre ses efforts de médiation entre les acteurs haïtiens, soulignant que le mandat du Conseil de transition prend fin le 7 février 2026. Il se dit préoccupé par l'incapacité des partis à s'entendre sur un processus de transition alternatif, malgré plusieurs propositions convergentes. Le chanteur Dieudonné Larose est décédé ce vendredi matin à Montréal à l'âge de 80 ans. L'ancien lead vocal de Sugar Combo, DP Express et notamment Missile 727 souffrait d'un cancer de la prostate. Il a été opéré dans un hôpital de Montréal mais est décédé par la suite. Merci de rester fidèle à Métro News. À Bel-Air, l'organisation Combat pour la paix fait état d'au moins 64 morts et 58 blessés parmi les membres de groupes armés depuis le début des opérations de la PNH dans la zone. Elle recense également 52 civils tués et 26 blessés, en majorité des personnes utilisées comme boucliers humains ou touchées par des balles perdues et des frappes de drones. Son directeur exécutif Fresnel Pierre estime nécessaire une meilleure prise en compte de la protection des populations civiles lors des opérations policières. Médecins sans frontières MSF a annoncé dans un communiqué en date du 8 janvier 2026 la suspension de ses activités à Bel-Air, à Port-au-Prince, après de violents affrontements entre la police haïtienne et des groupes armés. Mardi, le bâtiment servant de clinique a été pris dans les combats, piégeant plusieurs agents de santé communautaire, tandis qu'un ancien volontaire est décédé de ses blessures, faute de pouvoir être soigné. MSF s'alarme de l'impact de cette violence sur les civils et l'accès aux soins dans un quartier dépourvu d'autres services médicaux. Pour en parler davantage, nous recevons le chef de mission de l'ONG humanitaire, Nicolas Tessier. Bonsoir, Monsieur Tessier. Bonsoir. Un plaisir de vous recevoir à Métro News, Monsieur Tessier. Alors aujourd'hui, on va faire l'état de la situation et le bilan des blessés est recensé pour Bel-Air. Comment ça se passe? Alors, les affrontements continuent en pleine force de la PNH et en effet, on ne s'oppose pas du tout aux affrontements de la PNH contre les GA, mais ce qu'on déclare, c'est les soucis envers les médicaux être pris dans le milieu et la population être piégée au milieu. Alors, pour l'instant, les affrontements continuent en pleine force et on a suspendu les activités au niveau de Bel-Air, justement parce que notre staff a été piégé le 6 janvier. Avez-vous un mot de la PNH pour savoir comment allez-vous faire? Parce que, en fait, MSF dispense des soins médicaux et c'est vraiment important par rapport à la situation où l'on vit dans le pays. Absolument. Nous sommes toujours en contact avec la PNH et nous sommes en train d'évaluer les lieux, disons, dans les environs des combats pour permettre une continuation du soutien médical à la population qui est maintenant déplacée de Bel-Air ou qui essaie de fuir les affrontements, mais toujours garder nos équipes en sécurité en même temps. Alors, il y a des membres de MSF qui sont victimes. Finalement, il y avait ce jour-là, il y avait 7 médicaux qui étaient dans la clinique de Bel-Air, qui se retrouve sur Jean-Jacques Dessalines. Ils étaient piégés à ce moment-là quand le lieu de la clinique mobile, donc c'était une ancienne école. Ce lieu est devenu champ de combat. Alors, ils étaient piégés là pour quelques heures et finalement, ils ont réussi à fuir. Malheureusement, lors de leur départ, ils ont remarqué un corps sans vie devant le portail. Et c'était en effet un ancien
agents communautaires de MSF qu'on utilisait pour informer la population de nos services et de faire une surveillance des maladies à genre épidémique. Alors, ce monsieur, malheureusement, il allait vers la clinique pour essayer de chercher les soins pour sauver sa vie. Et à cause que la clinique elle-même est devenue champ de combat, et on n'a pas pu le soigner. Et c'est vraiment ça qui est très difficile pour nous. C'est quand on est là, mais on n'est pas capable de sauver les vies, quoi. Et via les autorités étatiques, et quel est votre rapport par rapport aux autorités étatiques et qu'est-ce qu'elles ont dit? Qu'est-ce qu'elles vont vous en donner un peu une garantie, une assurance que, OK, les affrontements se poursuivent, c'est vrai, mais il va y avoir un offre de soulagement. Donc, et comment ça se passe? Alors, comme je l'ai dit, on est toujours en contact avec eux et c'est très important de maintenir ce contact. On les soutient dans leurs efforts et aussi on soigne beaucoup de policiers et d'hommes de la PNH lorsqu'ils sont aussi, eux, blessés. Et c'est important de comprendre que MSF, nous, on ne s'intéresse pas du tout de quel côté, si tu veux, là, de ce conflit où tu te retrouves. Si tu as besoin de l'aide, on va vous sauver. Et vraiment, on est continuellement en contact avec eux pour essayer de trouver les moyens qu'on peut continuer nos activités malgré les affrontements. Pour le moment, Bel Air demeure un champ de combat, c'est bien compris. Même aujourd'hui, j'ai des contacts avec eux pour essayer de nous positionner sur les parages des affrontements pour continuer à sauver des vies pour ceux qui fuient, particulièrement la population, les mamans, les enfants qui sont piégés au milieu. Mm-hmm. Alors, comme rappel, le bilan pour les blessés, c'est quoi exactement? Alors, on n'a pas des chiffres finaux. C'est très difficile de vraiment le savoir, particulièrement parce que quand on était là, on était piégés. Et lorsque maintenant, on a suspendu nos activités, c'est difficile de savoir vraiment c'est quoi l'état actuel. Malgré ça, on le sait qu'on a au-delà de, je pense à ce moment-ci, au-delà de 70 blessés qui ont croisé nos portes. Je peux vous dire aussi au niveau de Drouillard, on a une augmentation significative dans les dernières semaines de blessés par violence. Soit il y a 3 semaines, c'était 19, la semaine après, c'était 39 et cette dernière semaine, c'était 72 cas de blessés par violence. Parmi eux, si je parle de blessés par balle, on parle de 3 il y a 3 semaines, 7 il y a 2 semaines, mais 35 la semaine passée. Alors, c'est vraiment une augmentation très importante dans les cas de blessés par balle et les cas blessés par violence. Alors, c'est quelque chose qu'on ressent dans cette ville, vraiment cette population piégée, comme je dis, entre les affrontements des GA et la PNH, les forces de l'ordre. Et le centre, alors, se retrouve dans l'impossibilité d'apporter des soins à ces blessés à l'heure actuelle. Et c'est ça l'urgence. Oui. Exactement. Sans la présence de MSF, il n'y a aucun service disponible pour cette population. C'est vraiment que MSF pour l'instant. Et s'ils ne peuvent pas fuir, si les combats sont actifs, eux aussi peuvent se retrouver victimes sans accès aux soins, encore une fois. D'accord. Merci, M. Tessier. Un plaisir. Merci. Merci. Voilà, Nicolas Tessier, chef de mission de MSF. Des groupes politiques et des organisations de la société civile s'apprêtent à signer dans les prochains jours un pacte d'engagement visant à définir une nouvelle gouvernance pour remplacer le Conseil présidentiel de transition CPT, selon le RDNP, activement impliqué dans ces démarches, qui en a fait l'annonce. Selon le président AI du RDNP, Wadner Edouard, des discussions préalables ont déjà eu lieu autour de plusieurs propositions de sortie de crise élaborées par différents pôles dans le but de les harmoniser. Dans l'attente de ce grand rassemblement visant à faire émerger une proposition commune, les acteurs favorables à la désignation d'un juge de la Cour de cassation pour remplacer le CPT, présentant des divergences sur le mode de gouvernance, travaillent à l'élaboration d'une vision commune, souligne l'ancien sénateur Jean-René Sénatus, membre de l'initiative du 24 avril. Compte rendu, Richie Fortuné. Après l'élaboration par divers groupes politiques de propositions de sortie de crise, marquées notamment par un mécanisme de remplacement du Conseil présidentiel de transition, les acteurs entendent désormais mettre leurs documents en harmonie.
Une série de rencontres avec différents secteurs organisés de la société a permis d'enregistrer des avancées considérables, souligne le président du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Wadner Edouard. Nous rencontrons tout secteur dans la vie nationale là déjà. Nous rencontrons tout le monde et tout le monde connaît qui côté pour nous aller déjà. Il suffit que nous ayons une majorité de monde qui pense que là, le pays a bénéficié d'un petit bagage tout petit. Parce que ça nous toujours fait, fortuné, faut nous dire, dans toute décision que nous prenons, on dirait qu'à Haïti, par exemple, bénéficie rien. L'objectif est de réunir le plus grand nombre de voix possible autour d'une alternative capable de redresser la barre du pays, affirme-t-il. Cette série de rencontres doit s'achever par la signature par l'ensemble des acteurs ayant rejoint la démarche d'un pacte de gouvernance. Il y a des gens qui croient qu'il faut que nous quitté Bagala avec un premier ministre et ça c'est le groupe de Didier Fils-Aimé qui croit que celle Didier Fils-Aimé t'a mener Bagala vers les élections. Bon mes amis, moun sa yo vraiment pas chita sur la raison. C'est ma bon bien. Nous fait que ça prend un Ariel pour compte lui, il fait plus mal qu'il t'a fait ou il t'a fait bien. Pour qui ça m'oblige de répéter une expérience qui pas marché. Non. Donc ensemble de ça chaque fois on gagne point de vue ça, eh bien il vient l'autre groupe monde qui explique li A B C D E F. Argument contre argument fait que nous arrivons un bon parti dans la société, dans la communauté, dans la classe politique qui est d'accord que mais qui route pour nous prendre et très bientôt pays a connaît qui route ça nous prend. Si cette démarche vise à concilier les propositions émises par les différents pôles politiques, certains d'entre eux poursuivent néanmoins des initiatives parallèles. Ainsi, les promoteurs de l'option de la Cour de cassation sont sur le point de dégager une vision commune autour de cette proposition. Une commission mise en place à cet effet est chargée de rédiger un rapport dans les plus brefs délais, révèle Jean-Renel Senatus de l'initiative du 24 avril. Ce n'est pas une question de prendre pouvoir, mais c'est prendre pouvoir pour faire quelque chose. Et puisque diriger, c'est prévoir la vie à partir de certain nombre de connaissances qu'on gagne ça ou les savoirs là, et bien nous-mêmes nous disons qu'il faut que nous mettions sous papier pour lorsque pouvoir cassation arrive et que c'est pas tâtonner, il y a le tâtonner, même gens ont tâtonné pendant plus que 4 ans, presque 5 ans, qui sont au mandat présidentiel. À l'approche du 7 février, de plus en plus d'acteurs s'engagent dans une dynamique de recherche de solutions afin de prévenir tout vide institutionnel. À l'instar du secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine, d'éminentes personnalités de la CARICOM ont également appelé les acteurs à s'unir pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Toujours concernant l'actualité politique, le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM affirme poursuivre ses efforts de médiation entre les acteurs haïtiens alors que le pays fait face à de graves défis politiques et sécuritaires. Il rappelle que le mandat du Conseil de transition prend fin le 7 février 2026 et se dit préoccupé par l'incapacité des partis à s'entendre sur un processus de transition alternatif malgré plusieurs propositions convergentes. Le GPE appelle les acteurs haïtiens à faire preuve de patriotisme et à parvenir à un consensus avant cette date, avertissant qu'un échec pourrait avoir de lourdes conséquences. Le ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, annonce la tenue d'assises nationales de l'éducation du 21 au 23 janvier prochain. Réunissant l'ensemble des acteurs de l'éducation, cette activité refondatrice est censée mettre sur pied le Haut Conseil de l'Éducation nationale, un organe d'évaluation de l'efficacité de l'école dont le système a besoin depuis longtemps, insiste le professeur Augustin. Suivant. Assise là, c'est un moment de réconciliation nationale par l'éducation. C'est l'éducation pour la refondation du pays, refaire le pays. D'abord, il faut aller vers un cohérent système. C'est-à-dire, l'on parle d'éducation, il faut tout palier, tout niveau. Le préscolaire, qui part en ordre d'enseignement, en ordre d'éducation initiale, la petite enfance. Puis, on gagne le fondamental, premier, deuxième et troisième cycle. Le secondaire, jusqu'à NS4, la formation technique et professionnelle, la situation des enfants surâgés, les enfants à mobilité réduite. Donc, tout pour là-dedans sont des démarches d'inclusion. Mais encore une réforme qui était faite tout.
Ou tu as une réforme curriculaire que je viens de joindre. Donc, c'est comment on a intégré ça dans le corpus. Maintenant, pour nous arriver là, il y a 4 problèmes pour résoudre. Et c'est sens assise. D'abord, la question de l'accès. Est-ce que tout le monde pays qui a un âge scolaire à l'école? La question de l'accès. Est-ce que nous avons garanti dans le monde rural là, il y a des gens qui ont 4, 5, 6 ans, est-ce qu'il y a à l'école? Et pour nous résoudre cette question, pour nous donner, nous demandons chaque direction départementale font un diagnostic régional. Parce que, même si tout problème est remonté vers le ministre là, c'est le directeur départemental qui représente le ministère à l'échelon département et qui travaille avec la commune. Pour problème éducatif dans le département, dans la commune, dans la section communale, adresser la cheminée à la direction générale qui remonte vers le ministre. L'opposition dite plurielle continue de réclamer sans condition le départ du Conseil présidentiel de transition. Il est hors de question que les membres du CPT participent aux négociations sur l'après 7 février 2026, a insisté le coordinateur de la structure, Jean-Tel Joseph. Des rencontres avec différentes organisations sociopolitiques ont été engagées afin de les rallier à cette démarche, a-t-il précisé. Les déclarations de Jean-Tel Joseph. Écoutons. Aujourd'hui, à 29 janvier, la rencontre militants, la rencontre leader politique, la rencontre leader syndical, la rencontre monde pour la communauté internationale là, parce que nous sommes en 2026. Nous ne pouvons pas vivre en vase clos. La rencontre tout le monde. Et le 29 janvier, comme ça nous dit, nous avons levé comme côté, tout côté, 29 janvier, 30 janvier, mobilisation. Le chanteur Dieudonné Larose est décédé ce vendredi matin à Montréal à l'âge de 80 ans. L'ancien chanteur de Sugar Combo, DP Express et notamment Missile 727 souffrait d'un cancer de la prostate. Il a été opéré dans un hôpital de Montréal, mais est décédé par la suite. Dieudonné Larose devait recevoir prochainement un prix de la part de la famille de Nelson Mandela pour sa chanson « Oh là là Mandela » rendant hommage à l'ancien président sud-africain. Mais ses conditions de santé ne lui ont pas permis de se rendre en Afrique du Sud. Notre collaborateur Gerbijan revient sur la carrière de cet immense artiste. À 80 ans, il était encore debout et chantait. Issu d'une famille de musiciens, Joseph Dieudonné Larose disait avoir commencé très jeune, dès l'enfance. Il cumulait plus de 48 ans de carrière, durant lesquels il a fait résonner le nom d'Haïti à travers ses chansons. Monstre sacré, figure emblématique du compas, Larose était bien plus qu'un nom. C'était une histoire musicale riche, marquée par de nombreux titres et collaborations. Avec à son actif entre une quinzaine et une vingtaine d'albums, sa voix singulière et son style profondément enraciné dans la culture haïtienne, teinté d'engagement, ont traversé plusieurs générations. Il a débuté sa carrière dans les années 70 avec Sugar Combo, avant d'enchaîner les succès au sein de DP Express avec l'autre immense icône de la musique haïtienne, Timano. Pourtant, c'est avec son propre groupe, Missile 727, qu'il a atteint le sommet de son art avec des titres comme Mandela, Rassemblé, Joli Minou ou encore Mission. Des chansons devenues cultes mêlant rythme entraînant, messages sociaux et récits percutants. Dans Mandela par exemple, Larose dénonce les violences en Afrique du Sud et décrit un monde qu'il juge dominé par les rapports de force. Artiste engagé, il abordait des thèmes universels sans jamais oublier sa terre natale, Haïti chérie, ni la Caraïbe. Il chantait Haïti autant que la Guadeloupe, exprimant avec sincérité ses convictions les plus profondes. Homme passionné, amoureux de la vie, il confie avoir plus de 25 enfants et une dizaine de petits-enfants. Joseph Dieudonné Larose nourrissait surtout l'espoir de voir émerger une nouvelle Haïti, un pays qu'il avait quitté depuis longtemps, mais qui demeurait omniprésent non seulement dans sa musique. Mais aussi dans son discours.
C'est parce que Haïti, c'est comme si c'est maman. C'est pas comme si c'est maman, c'est entrailles moi. Et toujours demander qui ont mon café pays au mal, qui ont fait pas carrément pays au belle, qui ont pas comment fait pas carrément peuple pour bien vivre. Pas jamais comprendre jusqu'à ce que je vais mourir, je ne pas jamais comprendre parce que bon, c'est vrai que nous là pour garder nous c'est monde qui là qui supposé vivre. Rappel des principaux titres développés à Metro News, au moins 64 morts et autant de blessés parmi les membres du gang de Bel-Air à la suite d'une opération de la police nationale. Selon l'organisation Combat pour la paix, elle a également recensé près d'une centaine de victimes collatérales au sein de la population civile, dont 52 morts et une trentaine de blessés. Le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM affirme poursuivre ses efforts de médiation entre les acteurs haïtiens, soulignant que le mandat du Conseil de transition prend fin le 7 février 2026. Il se dit préoccupé par l'incapacité des partis à s'entendre sur un processus de transition alternatif, malgré plusieurs propositions convergentes. Le chanteur du Donné-la-Rose est décédé ce vendredi matin à Montréal à l'âge de 80 ans. L'ancien lead vocal de Sugar Combo, DP Express et notamment Missile 727 souffrait d'un cancer de la prostate. Il a été opéré dans un hôpital de Montréal, mais est décédé par la suite. Merci d'avoir suivi Metro News. Un plaisir de vous avoir informé. Passez un excellent week-end sur la Télémétropole.